Eh bien, le deuxième concept à traiter dans ce cours est le budget. Eh bien, après avoir expliqué la loi de finances, sa définition, ses types, son contenu, on essaiera par la suite de traiter du budget de l'État. Alors, quelle est la définition du budget et quelle est sa structure? Commençons d'abord par définir le budget de l'État. Étymologiquement, le mot budget vient de bougette, qui signifie un petit sac de cuir du roi ou son ministre des Finances qui contenait les recettes publiques et les documents financiers. C'est à l'époque de l'Ancien Régime en France. La notion de budget au sens moderne, au sens juridique, n'est apparue en France qu'au début du XIXe siècle. Au Maroc, le premier budget moderne date de l'année 1913. Et depuis l'année 1917, ces budgets sont devenus annuels. Le budget peut être défini comme étant la traduction quantitative des dispositions de la loi de finances initiale. Il décrit les ressources et les charges de l'État. On ne dit pas qu'il autorise parce que le budget, ce n'est pas une loi, donc il n'autorise pas, ce n'est qu'un simple document. Donc par nature, c'est un document financier qui a un grand intérêt économique. Il recense toutes les ressources et toutes les charges de l'État. Ceci peut être clair si on lit les articles 1 et 3 de la loi organique relative à la loi de finances 133. C'est un document à la fois politique. Il décrit les choix financiers du gouvernement. D'ailleurs, Gaston Gèze, en 1922, disait que le budget est un acte politique et il l'est toujours. Le budget est également un acte juridique. Il est un acte financier et enfin il est un acte social. Le budget est probable, c'est clair. Il est prévisionnel et il est estimatif. Il n'est jamais neutre, surtout en cas de crise politique. Il peut assurer la longévité d'un gouvernement comme il peut devenir un fossoyeur du gouvernement. Les exemples ne manquent pas là-dessus. Le budget est un acte fondamental de la politique économique et sociale qui contribue à préciser les contours d'un modèle économique et social. Il traduit les priorités du gouvernement. Chaque année, le gouvernement trace certaines priorités dans la loi de finances. Alors pour l'année 2020, les propriétés de la loi de finances 2020 sont comme le suivant. Tout d'abord, il y a la poursuite du soutien aux politiques sociales, la santé, l'éducation, l'emploi et l'habitat. La deuxième priorité, c'est la réduction des disparités sociales et territoriales, la mise en place des mécanismes de la protection sociale. Troisième priorité, c'est l'impulsion d'une nouvelle dynamique à l'investissement et au soutien de l'entreprise. Alors ces priorités, comme il appert des différentes lois de finances successives au Maroc, on constate qu'elles ne sont pas homogènes et manquent de vision stratégique et on les critique souvent. C'est-à-dire que le budget avance chaque année les mêmes priorités sans pour autant avoir des résultats palpables sur le terrain. Eh bien, ceci c'est un axe à part entière. Alors, on n'a qu'à rappeler que pour un budget, il y a des priorités, donc qui sont priorités du gouvernement. Le budget également se fonde sur des hypothèses. Donc chaque loi de finances, chaque budget se fonde sur des hypothèses. Les hypothèses sur lesquelles se base le budget de l'année 2020, c'est que le cours moyen de gaz est estimé à 350 $ la tonne. Le taux de croissance est estimé à 3,7% et le déficit budgétaire à 3,5%, le taux d'inflation à moins de 2%. Voilà quelques précisions concernant le budget. Historiquement, on doit distinguer entre les finances classiques, les finances modernes
et les finances contemporaines. Et pour chaque finance, le budget prenait des aspects tout particuliers. Dans les finances publiques modernes, dans les finances publiques plutôt classiques, le budget était neutre, étant donné l'abstention qui s'imposait à l'État de ne pas intervenir dans l'économie. Il était neutre, puis il était improductif, l'État n'était pas un agent économique, il consomme sans produire, il prélève mais ne restitue guère. Et d'ailleurs, Gaston Auger disait qu'il y a des dépenses, il faut les couvrir. Enfin, le budget, c'est un document équilibré, puisque le principe d'équilibre est un principe sacro-saint dans les finances classiques et c'est une règle d'or infranchissable. Dans les finances modernes, par contre, on a passé de la leçon du budget à la loi de finances, comme antérieurement expliqué. La structure du budget a évolué. D'ailleurs, on a l'accroissement des dépenses, selon la loi de Wagner. Les dépenses se sont diversifiées et il y a la banalisation de l'emprunt. On a passé d'une terminologie à une autre, on a passé d'une dépense à une charge et d'une recette à une ressource. Ce n'est pas gratuit, c'est très significatif. D'un autre côté, le budget a un nouveau caractère. On a un nouveau budget interventionniste, tant quant à la conjoncture économique et quant aux structures. On est devant un budget productif grâce aux investissements publics et on est face à un budget ouvert qui est perméable aux influences extérieures. Finances publiques classiques, budget classique, finances publiques modernes, budget moderne. Et enfin, il y a les budgets contemporains. Alors, les budgets contemporains se concentrent sur la mesure des résultats et la recherche de la performance pour améliorer l'efficacité de la dépense publique. Ces budgets de résultats actuellement en vogue, applicables dans plusieurs pays, sont venus remplacer les budgets de moyens qui prévalaient auparavant et qui étaient l'expression classique de la gestion du budget qui privilégiait la légalité budgétaire sur l'efficacité et l'efficience. Au Maroc, ce passage a été marqué par l'adoption de la loi organique de la loi de finances numéro 133 en l'année 2015, entrée en vigueur en l'année 2016. C'est-à-dire, depuis 2016, on est en train d'élaborer des budgets de résultats et non pas des budgets de moyens. Voilà brièvement une définition du budget. On va essayer par la suite de traiter de la structure du budget. Comment est structuré le budget de l'État, bien sûr, qui est, comme on l'a déjà dit, une composante de la loi de finances initiale. Le budget de l'État est structuré autour de 3 composantes, à savoir le budget général, les budgets des comptes spéciaux de trésor et les budgets des services de l'État gérés de manière autonome, ci-après SEGMA. Donc je vais remplacer services de l'État gérés d'une manière autonome par SEGMA. Alors malgré cette diversité apparente, il y a une unité fondamentale du document budgétaire global, car ces 3 composantes sont présentées en même temps au vote parlementaire et obéissent au même régime en ce qui concerne leur élaboration et leur exécution. Essayons d'éclairer ce que c'est qu'un budget général. Essayons d'éclairer ce que c'est qu'un budget général. La première composante, et d'ailleurs c'est la composante la plus importante. Le budget général retrace toutes les ressources et toutes les charges de l'État, à l'exception de celles retracées dans les budgets des segments et des comptes spéciaux de trésor. Les opérations qui sont dans le budget général sont celles qui ne bénéficient pas d'un régime dérogatoire. Pour aller bref, le budget général comporte 2 parties. La première concerne les ressources alors que la seconde est relative aux charges.
Eh bien, les ressources du budget général sont principalement les impôts. Les impôts ou les recettes fiscales en général s'élèvent en 2020 comme prévision à 233 milliards de dirhams. C'est un montant colossal et c'est un ratio, c'est un pourcentage très élevé par rapport aux autres ressources. Les ressources fiscales sont classées comme suit. La TVA en premier lieu, avec 72 milliards de dirhams, vient secondé par l'IS, 53 milliards de dirhams, et en troisième chef, il y a l'IR, avec 46 milliards de dirhams en prévision pour l'année 2020. Alors, comme j'ai dit, les ressources du budget général sont principalement des recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts et les taxes. Puis les produits des amendes, il y a les rémunérations des services rendus et des redevances, les fonds de concours, les dons, les legs et les revenus du domaine de l'État, les produits de cession des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts, etc. Les charges du budget général comprennent, par contre, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les dépenses relatives au service de la dette publique. C'est d'ailleurs la classification économique des charges du budget général. Expliquons maintenant les charges du budget général qui sont au nombre de 3. Commençons d'abord par les dépenses de fonctionnement. Alors les dépenses de fonctionnement, tout d'abord, s'élèvent à 221 milliards de dirhams. Ces dépenses de fonctionnement sont qualifiées de dépenses courantes et sont répétitives annuellement. Ce sont des dépenses nécessaires à la gestion courante des services de l'État et correspondent à une consommation immédiate et sans incidence sur le patrimoine. Ces dépenses, comme j'ai dit, sont celles qui reviennent régulièrement chaque année. Alors, comment la LOLF détermine les dépenses de fonctionnement? Les dépenses de fonctionnement comprennent les dotations des pouvoirs publics, les dépenses de personnel. Les dépenses de personnel au Maroc sont très grandes, très hautes, sont à l'ordre de 138 milliards de dirhams. Alors, les dépenses de fonctionnement comprennent les dotations des pouvoirs publics, les dépenses de personnel, parenthèse, traitement, salaire et indemnité, en plus des cotisations de l'État au titre de la prévoyance sociale et de la retraite. En plus, il y a les dépenses de matériel relatives aux services publics, les dépenses diverses relatives à l'intervention de l'État, les dépenses relatives à l'exécution des arrêts et décisions judiciaires prononcées à l'encontre de l'État, les dépenses de la dette viagère, les dépenses relatives aux charges communes qui s'élèvent à plus de 24 milliards de dirhams en l'année 2020, les dépenses relatives au remboursement, dégrèvement et restitution fiscaux, les dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Voilà pour ce qui est des dépenses de fonctionnement. Passons maintenant aux dépenses d'investissement. Alors, en guise de définition, les dépenses d'investissement procurent du bien durable qui entre dans le patrimoine avec pour effet de le conserver, de le renouveler ou de l'accroître. Les opérations d'investissement sont des emplois comprenant essentiellement des opérations non répétitives, contrairement aux dépenses de fonctionnement. Donc, les opérations d'investissement sont des emplois comprenant essentiellement des opérations non répétitives qui modifient la consistance ou la valeur du patrimoine. Par exemple, les constructions, travaux d'infrastructure, etc. Donc, pour les dépenses d'investissement, telles que énumérées dans la loi organique relative à la loi de finances 113, sont des dépenses qui sont destinées principalement à la réalisation des plans de développement stratégique et des programmes pluriannuels. Ces dépenses ne peuvent contenir que des dépenses ne peuvent contenir plutôt des dépenses de personnel ou de matériel pour le fonctionnement des services publics. Elles sont de deux types, des crédits d'engagement et des crédits de paiement. Les premiers, c'est-à-dire les crédits d'engagement, sont la limite supérieure des dépenses que le gouvernement peut engager pour exécuter les investissements qui sont prévus pour une période qui dépasse l'année. Le second type de crédit constitue la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être ordonnancées dans le cadre de l'année budgétaire.
Autrement dit, les dépenses d'investissement n'ont pas toutes la même portée. Elles sont diversifiées par nature. Parfois, elles permettent d'effectuer la totalité de la dépense et parfois permettent le fractionnement seulement. Pour les crédits d'engagement, ces crédits ne portent que sur la première phase de l'opération de dépense, c'est-à-dire l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement. Ils autorisent l'exécutif à prendre la décision qui engagera financièrement l'État, c'est-à-dire l'éclatement de l'autorisation législative des dépenses pour permettre d'effectuer des dépenses qui dépassent le cadre annuel. Par contre, les crédits de paiement portent sur toutes les phases de l'autorisation de dépenses, c'est-à-dire de l'engagement jusqu'au paiement, c'est-à-dire l'engagement au paiement inclus. Les crédits de paiement, c'est le corollaire logique de la règle d'annualité, puisqu'il respecte la règle d'annualité. Donc, on va revenir sûrement sur cette question d'annualité, crédit de paiement et crédit d'engagement, et surtout sur ces 4 phases d'exécution de la dépense publique qui sont l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement. Donc, on va revenir sur cette question. Bien, les dépenses d'investissement pluriannuelles qui s'étalent sur plusieurs exercices sont donc doublement autorisées. D'abord, la totalité de la dépense pour un projet donné, crédit d'engagement, est autorisée, et par la suite, la chaîne de dépenses annuelles pour ce même projet est traduite sous forme de crédit de paiement annuel qui nécessite une nouvelle autorisation chaque année jusqu'à la consommation de la totalité du crédit d'engagement. À titre de rappel, l'investissement public, c'est la totalité de l'investissement des établissements et d'entreprises publiques, des collectivités territoriales et de l'investissement du budget général. Alors l'investissement public au Maroc est réparti comme suit. Pour les établissements publics, c'est au voisinage de 10 milliards de dirhams. Pour les collectivités territoriales, c'est 19,5 milliards de dirhams. Pour le budget général, c'est 77,3 milliards de dirhams, l'année 2020 bien sûr, mais en neutralisant le transfert du budget général vers les établissements publics, les comptes spéciaux du Trésor et les segments. Les dépenses d'investissement du budget général sont à l'ordre de 78 milliards de dirhams environ l'année 2020 pour ce qui est des dépenses d'investissement du budget général. En troisième lieu, il y a les dépenses relatives à la dette publique. Ces dépenses-là comprennent d'une part les dépenses en intérêts et commissions et d'autre part les dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen et à long terme. Mais il faut noter que le produit des emprunts ne peut pas dépasser la somme des dépenses d'investissement et du remboursement du principal de la dette au titre de l'année budgétaire. Bien. Maintenant, après avoir fini ce qui se rapporte au budget général, on a parlé de ces 3 composantes, qui sont les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement et les dépenses relatives à la dette publique, comme on a parlé avant des ressources. Maintenant, on va passer au budget des services de l'État gérés de manière autonome, segment comme on l'a déjà précisé. Alors, les recettes de ces segments, c'est de 2,24 milliards de dirhams. Leurs dépenses, c'est de 2,24 milliards de dirhams. Et vous pouvez comparer entre budget général et segment. Donc, segment, ça représente un montant infime par rapport au budget général. Les segments, appelés auparavant budget annexe, avant l'année 2000, ça s'appelait les budgets annexes, pour ce qui est du budget de l'État, bien sûr. Les segments sont des services de l'État non dotés de la personnalité morale et qui tendent essentiellement à produire des biens ou à rendre des services dont l'on lieu à rémunération, presque tout comme les entreprises privées. Ce sont des instruments budgétaires qui se caractérisent par une certaine autonomie budgétaire et contribuent à la gestion des services publics tout en bénéficiant d'une certaine proximité. Certaines dépenses de ces services sont couvertes par des ressources propres provenant de cette rémunération. En effet, ces ressources propres doivent présenter au moins
30% de l'ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de la dite année à compter de la troisième année budgétaire qui suit la création de ces services. Les services qui ne répondent pas à cette condition sont supprimés par la loi de finances suivante, celle qui vient d'après. Et c'est d'ailleurs le cas du théâtre Mohamed VI d'Oujda qui a été créé par la loi de finances de l'année 2016 en tant que segma. Mais il a été supprimé en 2020, c'est par la loi de finances 2020, parce que ses ressources propres n'ont pas atteint les 30% de l'ensemble des ressources autorisées. Les opérations des services des segmas sont prévues, autorisées et exécutées presque dans les mêmes conditions que les opérations du budget général. Le budget de chaque segma comporte une partie relative aux recettes et aux dépenses d'exploitation. Et le cas échéant, il peut comporter une deuxième partie contenant les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Au cas où il y a un excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses, il peut être affecté au financement des dépenses d'investissement. Le nombre de ces services, c'est-à-dire des segmas, a été en 2019 de 204 segmas. Ils sont rattachés aux différents départements ministériels. Par exemple, le Royal Golf d'As Salam est un segma rattaché au chef du gouvernement. Plusieurs centres régionaux d'investissement relèvent du ministère de l'Intérieur. Des centres hospitaliers provinciaux préfecturaux sont rattachés au ministère de la Santé. Certains complexes sportifs, comme le complexe Mohamed V de Casablanca, sont des segments qui relèvent du ministère de la Culture et de la Jeunesse et des Sports. Voilà pour ce qui est des segments d'une manière un peu concise, puisque on a la contrainte du temps. Enfin, arrivons à la troisième composante du budget de l'État, qui sont les budgets des comptes spéciaux de trésor. Alors, c'est quoi un compte spécial de trésor? Quelles sont leurs catégories et quelles sont leurs spécificités? Ces comptes spéciaux de trésor sont créés à l'origine pour retracer des simples mouvements de fonds provisoires. Ils sont très utilisés vu leur souplesse, c'est-à-dire la souplesse qu'ils offrent. Au Maroc, la LOLF de l'année 2015 a restreint le nombre des catégories des comptes spéciaux de trésor à 5, alors qu'ils étaient au nombre de 9 dans l'ancienne loi organique numérotée 7.98 de l'année 1998. Eh bien, tout ça, c'était dans un contexte de modernisation des finances publiques marocaines. Les comptes spéciaux du Trésor sont une composante du budget de l'État qui revêt une certaine spécificité. Ils ont pour objet de décrire des opérations qui ne peuvent être commodément incluses dans le budget général en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense. C'est-à-dire que ces opérations font l'objet d'un financement par des ressources qui leur sont spécialement affectées. Ces comptes décrivent également les opérations en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre, ou de garder des traces d'opérations qui se poursuivent pendant plus d'une année. Ces comptes dépendent d'opérations et non pas de services, car ils ont un aspect temporaire. À rappeler que les recettes de ces comptes spéciaux de trésor s'élèvent en 2020 à 90 milliards de dirhams. Leurs dépenses, c'est de même, c'est à 90 milliards de dirhams. En principe, ces comptes sont créés par la loi de finances. Toutefois, en cas d'urgence et de nécessité impérieuse et imprévue, ils peuvent être créés par décret, à condition d'informer préalablement les deux commissions parlementaires chargées des finances et de soumettre ces décrets au Parlement pour ratification dans la prochaine loi de finances. Et c'est effectivement ce qui s'est produit lors de la survenue de la pandémie du coronavirus. À cet effet, le chef du gouvernement a édicté un décret le 16 mars 2020 portant création d'un compte d'affectation spéciale intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, le Covid-19.
Les dépenses de ce compte seront affectées notamment à la mise à niveau du dispositif médical, au soutien de l'économie nationale pour faire face aux effets induits par cette pandémie et à la préservation des emplois et à l'atténuation des répercussions sociales de la pandémie. Ce compte est créé bien sûr pour la comptabilisation des opérations liées à la gestion de la pandémie. On distingue 67 comptes spéciaux du Trésor dans la loi de finances de l'année 2020 qui se répartissent sous 5 catégories. Tout d'abord, il y a les comptes d'affectation spéciale qui retracent les recettes affectées au financement d'une catégorie déterminée de dépenses et l'emploi donné à ces recettes. Ces comptes sont alimentés par le produit de taxes, de ressources affectées et, le cas échéant, de versement du budget général. Les soldes de ces comptes sont toujours créditeurs. Cette catégorie comporte le plus grand nombre de comptes spéciaux de trésor. Parmi ces comptes, on cite le fonds d'entraide familiale, le fonds de mise à niveau social, la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA, le fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles, le fonds de solidarité interrégionale, le fonds spécial routier, le fonds de soutien à l'initiative nationale pour le développement humain, INDH, etc. La deuxième catégorie de ces comptes spéciaux de trésor, c'est les comptes d'adhésion aux organismes internationaux. Ils décrivent les versements et les remboursements au titre de la participation du Maroc aux organismes internationaux. Dans la loi de finances de l'année 2020, ils sont au nombre de 3. Il s'agit du compte d'adhésion aux institutions de Bretton Woods, du compte d'adhésion aux organismes arabes et islamiques, et enfin du compte d'adhésion aux institutions multilatérales. Troisième catégorie de ces comptes, c'est les comptes de financement. Ces comptes retracent les versements sous forme de prêts de durée supérieure à 2 ans ou d'avances remboursables de durée inférieure ou égale à 2 ans effectuées par l'État sur les ressources du Trésor et accordées pour des raisons d'intérêt public. Ces prêts et avances sont productifs d'intérêt. Il s'agit des prêts aux collectivités territoriales, des prêts à la Société marocaine d'assurance à l'exportation, prêts aux établissements bancaires et des prêts à la Société du financement Jaïda. Ces prêts et avances octroyés par l'État font l'objet d'un contrat entre le ministère des Finances et l'organisme bénéficiaire. Les comptes d'opération monétaire. Ils décrivent les mouvements de fonds d'origine monétaire. La loi de finances de l'année 2020 comporte 2 comptes de ce type, à savoir le compte de différence de change sur vente et achat de devises et le compte des opérations d'échange de taux d'intérêt et de devises des emprunts extérieurs. Le premier compte permet à l'État de prendre en charge le différentiel de change en dirhams, des avoirs et engagements en devises constatés par Banque el Maghrib lors de l'évaluation mensuelle. Le deuxième compte est dédié aux opérations de swap de la dette. Il retrace les frais ainsi que les pertes de gains afférents aux transactions de swap de devises ou d'intérêts. Finalement, la 5e catégorie, c'est les comptes de dépenses sur dotation. Ces comptes retracent des opérations relatives à une catégorie spéciale de dépenses dont le financement est assuré par des dotations du budget général. Les soldes de ces comptes sont toujours créditeurs. Ces comptes sont au nombre de 4 en 2020. Le compte relatif aux dépenses particulières, au développement des provinces sahariennes, le compte relatif à l'acquisition et la réparation des matériels des forces armées royales, le compte de fonds de la Direction générale des études et de la documentation, et enfin le compte afférent au fonds de relations publiques. Je tiens à préciser, enfin, pour ce qui est des comptes spéciaux de trésor, que leur gestion pâtit d'un certain nombre de dysfonctionnements. D'ailleurs, la Cour des comptes ne cesse de déplorer le nombre immense de ces comptes spéciaux de trésor. Elle a souligné à maintes fois la faiblesse de la programmation et le manque de suivi des opérations de ces comptes-là. D'ailleurs, le solde de ces comptes est estimé en 2017 à plus de 122 milliards de dirhams. Ces comptes spéciaux de trésor à vocation sociale disposent de soldes élevés sans qu'ils soient utilisés, alors que des besoins impérieux et urgents affrontent des contraintes du financement. Et il y a de plus des fonds non opérationnels. Il s'agit du fonds de cohésion sociale, du fonds de développement industriel. Je parle de l'année 2017.
La source C, le discours du premier président de la Cour des comptes devant le Parlement le 4-4 2017. La Cour plaide donc pour se conformer aux règles prévues par la loi de finances, par la loi organique de la loi de finances relative à leur création et à leur gestion, et de limiter le recours à ces comptes tout en respectant leur caractère exceptionnel. En plus, certains comptes spéciaux de trésor n'utilisent pas le budget alloué dans le cadre de leur mission, car ils sont utilisés dans les secteurs relevant du ministère afin d'exploiter la flexibilité offerte, c'est-à-dire le report d'une année à une autre, chose que la gestion du budget général ne permet pas. Finalement, je vous remercie pour votre attention. Mon cours se termine. Merci.